s'intéresse avec vous, Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho, à la situation de la France sur le plan énergétique. On a deux camps, celui de Patrick Pouyanné, patron de Total Énergie, qui craint une pénurie de pétrole et de gaz si la guerre se poursuit encore 2 ou 3 mois au Moyen-Orient. Et puis, il y a Emmanuel Macron qui a essayé de rassurer en début de week-end et qui l'affirme, aucune pénurie. Alors, Charles, qui a raison selon vous ? Ah, mais écoutez, en fait, tout le monde a raison et personne n'a tort dans cette histoire. Tout va dépendre du point de vue et des postulats ou des prémices de votre action. Alors, le président de la République, il est dans son rôle quand il va rassurer les citoyens. Et puis, Patrick Pouyanné, il est dans son rôle quand il va évidemment informer et préparer des actionnaires. Alors, en fonction des intérêts de ceux que l'on sert, actionnaires ou citoyens, eh bien, les discours vont être effectivement différents. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais j'ai quand même un petit peu tout dit et donné le point de départ très important. Alors après, je vais vous donner des chiffres, je vais étayer. La conclusion, c'est que celui qui a raison techniquement, c'est Monsieur Pouyanné. Celui qui a raison politiquement, c'est Monsieur Macron, président de la République. Encore une fois, je veux pas. Euh, Après, je vous ferai quelques petites comparaisons historiques, mais encore une fois, on ne doit pas attendre des politiques et des chefs d'État autre chose et d'autres discours que le fait de rassurer les citoyens. Et on ne peut pas, parce que c'est intrinsèquement leur boulot, et on ne peut pas attendre autre chose que d'un grand chef d'entreprise que de dire la vérité à ses actionnaires, à ses investisseurs et évidemment de faire Et des Patrick prévisions. Pouyanné, d'ailleurs, il dit qu'il est dans son rôle, mais il dit aussi qu'il y a des investissements à faire justement dans le pétrole avec de nouveaux pipelines si jamais on veut diversifier les routes et les approvisionnements. Là aussi, Bien il est dans sûr, son et rôle, il là-dessus, il prépare a les tout à fait actionnaires. raison. Alors d'où on part, Aude? On part d'abord d'une situation que Patrick Pouyanné va sous-entendre dans ses déclarations, sans aller tout à fait jusqu'au bout, c'est-à-dire sans donner le chiffre, 8200 millions de barils, 8200 millions de barils, donc 8,2 milliards de barils, c'était le surstock que nous avions dans le monde avant le déclenchement de la guerre en Iran, qui n'a pas été déclenché comme ça par hasard et à n'importe quel moment. Nous avions des surstocks nous permettant d'absorber le premier gros choc pétrolier, évidemment, depuis celui des années 70. Alors, ces énormes stocks, ils étaient dus, ces surstocks, au ralentissement de l'économie chinoise, avec une électrification extrêmement rapide du parc automobile chinois et une croissance plutôt molle en Chine. 50% des nouveaux véhicules électriques en Chine aujourd'hui, c'est des véhicules électriques. Donc, beaucoup de pétrole parce qu'on avait une montée en puissance aussi des productions non OPEP. Brésil, Guyane, pas française, hein, mais Guyane, et puis le Canada avec de nouvelles productions qui sont entrées à plein sur le marché. Donc on s'est retrouvé avec des gros stocks. Et donc Pouyanné, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Pouyanné? Il nous dit nous avons désormais absorbé tout ce surplus de stock. Alors pas tout à fait tout, parce que sinon on n'aurait pas 2 ou 3 mois encore devant nous, comme il le dit derrière, mais on a absorbé effectivement tout le surstock, et puis on avait des stocks flottants, hein, vous savez, tous ces bateaux qui sont remplis, et puis qui passent leur temps à faire le tour, donc ils viennent se vider, et puis ils reviennent, et puis bon, vous avez une chaîne logistique comme ça, permanente, qui aujourd'hui est évidemment interrompue pour 20%. Donc pour lui, à ce stade, la pénurie, elle n'est pas encore présente évidemment dans le bassin atlantique, chez nous, elle est présente en Asie, puisque nous avions des fournisseurs essentiellement différents. Je rappelle que pour le pétrole brut français, le Moyen-Orient et le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz, c'est 11% pour la France. Donc ça peut sembler pas grand-chose. Par contre, c'est 30 ou 40% pour le gasoil raffiné ou pour le kérosène. Et vous voyez les annulations de vols qui sont en train évidemment d'être opérées par les grandes compagnies aériennes. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Pouyanné? Il dit, en plus, il faut qu'on se prépare à avoir des chaînes plus résilientes. Et c'est là que je reboucle sur ce que vous évoquiez, Aude. Eh bien, il faut peut-être construire de nouveaux pipelines pour contourner le détroit d'Ormuz et les construire peut-être même en urgence au cas où cette crise
durerait plus longtemps, ce à quoi Donald Trump, entre deux dîners et trois tentatives d'assassinat, est en train de préparer effectivement la population mondiale. Et on a aussi le président de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, qui a quand même dit qu'on était en train de connaître la crise la plus grave de l'histoire de l'énergie. Donc finalement, ce serait plus qu'un choc pétrolier. Ah, c'est beaucoup plus qu'un choc pétrolier. Là, c'est une déplétion forcée, c'est-à-dire que vous avez globalement, à terme, 20% de capacité de production manquante. Alors, moi, ça m'a fait comparer ça, vous savez, la différence entre la famine et la disette. C'est que la famine, c'est l'absence totale d'aliments et donc nous mourrons de faim. Et la disette, c'est le manque d'aliments, mais nous ne mourrons pas de faim, mais nous allons avoir très faim. Eh bien, en fait, là, c'est pas une famine énergétique vers laquelle nous allons. Et là, je vais un peu reboucler avec les propos du président de la République, qui dit à ce stade, la situation est contrôlée. Aujourd'hui, la situation, je le cite, hein, ne nous fait envisager aucune pénurie et qu'on consacre plutôt notre énergie à rouvrir le plus vite possible Hormuz. Bon, mais ça, oui, mais enfin, encore faut-il pouvoir réouvrir techniquement le détroit d'Ormuz sans se faire couler les navires qu'on va y envoyer. Bon, donc ça peut s'avérer quelque chose de compliqué. Je suis pas militaire, c'est les militaires qui verront ça, mais en tout cas, d'un point de vue analytique, ça ne s'annonce pas forcément aussi simple qu'une belle déclaration d'intention, ouvrons le détroit d'Ormuz. Et donc, que se passe-t-il si le détroit d'Ormuz reste durablement fermé mai, juin, juillet, août, septembre, c'est toujours fermé, les bateaux passent pas, et bien là, nous allons connaître évidemment une disette énergétique importante, et donc il y aura pénurie. Mais là où le président de la République a raison, et prenons, Aude, l'exemple spécifique des compagnies aériennes. Je peux troquer une pénurie de kérosène contre une pénurie de vols, contre une pénurie d'avions. En réalité, toutes les compagnies qui sont en train aujourd'hui d'annuler des vols parce que le kérosène est devenu trop cher. Vous assistez là, en direct, à ce qu'on appelle vraiment économiquement, c'est un cas d'école, l'ajustement par les prix. Et donc, le prix du kérosène est passé de 700 à 2000 dollars la tonne. Et donc, beaucoup de vols ne sont plus rentables à ce prix-là. On annule donc les vols. Et donc, en annulant les vols, on diminue de manière drastique la demande de kérosène, et donc on transforme ce qui aurait dû devenir une pénurie de kérosène en réalité en pénurie de vols, mais pas de pénurie de kérosène, paradoxalement, puisque la demande en kérosène va suffisamment s'effondrer pour venir s'ajuster au kérosène disponible. Et donc là, on assiste à ça. Et donc là où le président de la République a quelque part un petit peu raison, même si je pense qu'il ne le formulait pas du tout de cette façon-là, c'est qu'évidemment, on peut troquer des pénuries de carburant ou d'énergie par d'autres pénuries. Et donc, vous allez assister à ce même phénomène dans l'ensemble des secteurs qui nécessitent beaucoup d'énergie et beaucoup de pétrole. Et donc, on va arrêter des usines de production de laine de verre pour les isolants, on va arrêter des usines d'emballage, on va arrêter tout ce qui est verre, on va arrêter tout ce qui est plasturgie, etc. Parce que ça va coûter beaucoup trop cher en énergie. Enfin, ça, oui. Oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Ça, c'est les ajustements à court et moyen terme, les ajustements des entreprises. Ce qui veut dire aussi, le président, c'est que la semaine dernière, il a quand même présenté un plan d'électrification des usages. Là, c'est plus à plus moyen, long terme, et ça ne concerne pas l'aviation, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'avion électrique, mais ce plan d'électrification des usages, c'est peut-être vers là qu'il faut vraiment accélérer, mais c'est aussi un concept d'échec de la part des économies européennes de se rendre compte qu'elles sont encore si dépendantes des énergies fossiles. Oui et non, Aude. C'est-à-dire que là, vous regardez le verre à moitié plein, enfin à moitié vide. Regardons plutôt le verre à moitié plein. On parle d'une transition énergétique. Et donc, une transition, par définition, Aude, c'est un processus. Et donc, ce processus, il connaît à la fois des phases de ralentissement, c'est des processus humains derrière. Hein. Donc, il y a des fois, on n'est pas content, on n'a pas envie de le faire, alors on va ralentir, ça va râler. Bon. Et puis, il y a d'autres moments, vous allez connaître plutôt des phases d'accélération, parce que vous allez avoir des événements, des chocs exogènes, nous en connaissons un aujourd'hui, qui rendent évidemment plus pertinent et peut-être plus urgent et plus important de poursuivre, d'amplifier, de continuer cette transition.
Regardez, si nous prenons l'immobilier, jusqu'à présent, l'immobilier, quand vous mettez une chaudière à gaz ou une chaudière à fioul, on considère que le kilowattheure que vous consommez, 1 kilowattheure vous consommez, on le compte pour 1 dans le DPE. Alors que quand vous mettez un radiateur électrique, on vous comptait pour 2,3 le kilowattheure consommé, et maintenant pour 1,9 parce que la crise du logement, machin, etc. Bon. Si demain, on met 1 pour 1 et qu'on arrête de pénaliser les radiateurs électriques dans les DPE comme on ne pénalise pas les chaudières au fioul ou au gaz, vous allez voir qu'en quelques mois, le parc immobilier va migrer massivement vers du radiateur électrique de dernière génération avec des capacités thermiques, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, on peut connaître une accélération. Il faut qu'il y ait les bonnes décisions politiques derrière, il faut qu'il y ait la bonne approche, la bonne cohérence. C'était pas forcément toujours le cas. Enfin, dernière petite chose sur laquelle je souhaitais revenir, c'était un petit peu le passé historique. Quand les gouvernements ne peuvent rien faire pour vous, ils ne peuvent que essayer d'éviter toute forme de panique pour assurer la stabilité. On ne peut pas leur en vouloir, c'est leur rôle. Et c'est un rôle dans lequel nous sommes tous gagnants. C'est-à-dire que nous avons intérêt à ce que nos dirigeants assure la stabilité. Personne, ni vous ni moi, Aude, nous avons intérêt à la panique dans la rue, pas plus que ceux qui nous écoutent n'ont envie d'avoir la panique dans la rue. Donc évidemment, le rôle des dirigeants, quelle que soit la crise, et surtout quand la crise est grave, elle est de rassurer les citoyens pour assurer la stabilité et l'ordre. C'est exactement ce qui se passe. Ça se passera exactement de la même manière dans un siècle et dans toute société humaine. C'était le cas de nuages de Tchernobyl qui s'étaient arrêtés à la frontière puisque de toute façon, on ne pouvait rien faire ou pas grand-chose pour protéger les gens des radiations. Alors, autant que ça s'arrête, jusqu'au Covid, où souvenez-vous, quand nous n'avions pas assez de masques, eh ben, le masque en population générale n'était pas utile. C'était la fameuse Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui nous disait doctement, même moi, c'est tellement compliqué, je ne sais pas mettre un masque. Bon, et puis quand les masques sont arrivés, le masque est devenu obligatoire, et là, il redevenait très utile. Donc voilà, il ne faut pas être naïf. Nous, en tant qu'analystes financiers, économiques, écoutons plutôt Monsieur Pouyanné de Total, ça nous donne plus d'indications. Et puis en tant que citoyens, écoutons le président de la République, préparons-nous, mais sans panique. Oui, ne paniquez pas, cela va changer quand même des choses, cette disette énergétique, disette pétrolière. Merci à vous, Charles Sana, pour cette analyse. Merci Aude, merci à tous.